découverte dévoile les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Dans le grand vide de l'espace, le silence cosmique est troublé. En fait, l'espace est un endroit bruyant. Galaxies, étoiles, planètes et lunes fredonnent une étrange mélodie extraterrestre. On dirait une sorte de fax alien. Voici maintenant le top 10 de notre hit parade. Les plus grands tubes de l'univers, une symphonie de sons aliens. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. L'accroche du film de science-fiction de Ridley Scott, Alien, est censée donner des sueurs froides. Elle repose sur l'idée troublante que l'espace est un grand vide et que les sons, appels, cris ou chansons, ne peuvent pas se propager dans le vide. Mais cela est-il vrai ? C'est réducteur de dire que dans l'espace on ne peut pas entendre quelqu'un crier. Car sur Terre, en fait, il y a quantité de sons que l'on ne peut pas entendre. Ils sont trop aigus ou trop graves. En outre, l'espace n'est pas totalement vide. Et enfin, quelle est la définition de l'espace? Si je suis un astronaute vêtu d'une combinaison spatiale à la surface de Mars, suis-je dans l'espace ou non? Eh bien, je dirais oui. Bon, allons voir par là. Sur Terre, Bruce Betts, de la Planetary Society à Pasadena, Californie, s'intéresse beaucoup à Mars et au son. Il a programmé dans son ordinateur ce qu'il appelle un Marcinator, pour savoir comment sa voix sonnerait s'il ne portait pas de combinaison spatiale dans la froide atmosphère de dioxyde de carbone de Mars. L'atmosphère de Mars modifierait votre voix. Elle serait plus grave. Nous allons simuler cela à l'aide du Marcinator. Je vais enregistrer ma voix et puis nous allons entendre comment elle serait sur Mars. Voilà comment est ma voix sur Mars. Et j'aimerais bien avoir un peu d'oxygène à respirer. Ensuite, je passe cet enregistrement au Marcinator. Et puis, on la réécoute pour voir le résultat. Voilà comment est ma voix sur Mars. Et j'aimerais bien avoir un peu d'oxygène à respirer. Bien sûr, si des humains vont sur Mars un jour, nous n'entendrons pas leur voix à travers l'atmosphère. Nous les entendrons plutôt par ondes radio, de la façon dont nous recevons déjà beaucoup de sons. Oui. Nous avons l'habitude de penser que les sons nous parviennent à travers l'air, comme lorsque nous discutons. Mais en fait, bien des sons que nous entendons sont transmis au moyen de signaux électromagnétiques. Par exemple, votre télévision reçoit un signal télé qu'elle transforme en son audible. Quel est notre premier candidat ce soir? Le son dans le cosmos ne nous parviendra jamais directement à travers le vide spatial. Alors les ondes radio, lumineuses ou magnétiques, sont les inévitables transporteurs qui nous permettent d'entendre l'univers dans toute sa diversité. En fait, l'espace est un endroit bruyant. Il y a beaucoup de sources de bruit que nous arrivons à détecter avec des radiotélescopes spéciaux, par exemple. Ces sons extraterrestres constituent une incroyable collection. La liste de lecture ultime. Nous avons sondé notre panel de scientifiques, d'astronomes et de physiciens pour classer les 10 meilleurs, les plus grands sons du cosmos, pour arriver à un numéro 1 qui va tous nous surprendre. Maintenant, notre hit parade commence. En 10e position, résonnant depuis une distance de 13 milliards d'années-lumière, le cri de naissance de l'univers dans un tube appelé le vibrato cosmique du Big Bang. Il est remarquable que le jeune univers ait en fait émis un son. Nous le savons parce que nous pouvons observer les gaz luisants
qui étaient présents à ce moment-là. Le rayonnement de ces gaz est appelé le fond diffus cosmologique, ou CMB. Il se situe aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes et se propage dans toutes les directions du ciel. Découvert par des scientifiques au milieu des années 1960, c'est un rayonnement fossile du Big Bang. La célèbre carte tachetée du CMB donne un aperçu de l'univers peu après sa naissance, juste 380 000 ans après sa formation. Quand nous regardons la carte du CMB, nous voyons en gros une empreinte vocale de l'univers à ses débuts, car ces variations de couleur correspondent à des faibles variations de température, qui elles-mêmes correspondent à des variations de densité et de pression. Nous voyons donc de légères variations de pression, des petits sons, dans l'univers à ses débuts. Pour comprendre le fond diffus cosmologique, nous devons comprendre comment les variations de pression du jeune univers ont généré des sons. Pour cela, l'astronome Mark Whittle et le facteur d'orgue Manuel Rosales se rendent à l'église du Christ de Claremont United en Californie. D'une certaine façon, les 4000 tuyaux de cet orgue sont comparables à la voix de l'univers après sa naissance. Manuel, ce qui est fantastique avec l'univers jeune, c'est que tous ces sons résonnaient ensemble. Et ce serait génial de faire pareil avec cet orgue. On peut jouer toutes les notes en même temps? Oui, on va actionner tous les tirants de jeu. Ah, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Très sonore. Ça fait comme une sorte de bruit blanc qui siffle. C'est encore plus remarquable avec ce son primordial. Seules quelques tonalités particulières dominaient toutes les autres à chaque instant. Voici la note d'ouverture de notre tube numéro 10, le vibrato cosmique du Big Bang. Un analyseur de spectre audio révèle les tonalités dominantes dans des colonnes de couleurs distinctes sur un tableau. Aussi sifflant que soit ce son cosmique, il diffère d'un pur bruit blanc, qui n'apparaît pas structuré sur le spectromètre. Le son du fond diffus, d'un autre côté, semble posséder une vague qualité musicale. Les tuyaux de cet orgue sont faits de bois et de métal. Mais ceux du jeune univers étaient des amas de matière noire, une matière mystérieuse dont l'existence n'est connue qu'à cause de sa gravité. C'est la gravité qui génère les ondes sonores. Par exemple, si nous avons une zone où la matière noire est légèrement plus dense, une force gravitationnelle va s'exercer. Le gaz autour de cette zone va être attiré par cette gravité. Mais c'est un gaz. Et donc, en même temps qu'il se concentre dans cette zone, il se comprime. Cette compression agit comme un ressort et repousse le gaz hors de cette zone. Mais il est ensuite repris par cette gravité. Voilà comment évolue le mouvement du gaz. Compression, expansion, compression, expansion. Nous avons donc une onde de pression qui oscille, c'est-à-dire un son. Le fond diffus cosmique, aussi important soit-il, n'est qu'une image figée. Son spectre sonore s'apparente à un bruit vaguement musical et qui n'est pas du tout évident à entendre. L'orgue nous aide à comprendre pourquoi. Les sons de l'univers sont trop graves pour que nous puissions les entendre. Quelle est la note la plus grave de cet orgue? C'est un tuyau de presque 10 mètres de long, une note qui se joue avec le pied. Oui, c'est bien grave. 10 mètres. Mais ce n'est rien comparé au tuyau cosmique qui faisait entre 20 000 et 400 000 années-lumière de long. Désolé, nous n'avons pas ça en magasin. Non.
Le son du jeune univers est si bas que nous ne pouvons l'entendre qu'en l'amplifiant beaucoup. Le fond diffus cosmologique date de 380 000 ans après le Big Bang. Mais que s'est-il passé avant cela? Est-il possible de reconstituer toute la chanson de l'univers à partir du moment précis du Big Bang? Le cosmos résonne d'une symphonie de sons extraterrestres et nous découvrons le top 10 des plus grands tubes de l'univers. Numéro 10 de notre hit parade, les premières notes de l'univers avec le vibrato cosmique du Big Bang. Mais nous avons un problème avec le téléchargement de la chanson de la naissance de l'univers. L'orgue cosmique actionnant tous ces tyrans en même temps, nous n'entendons qu'un son bruyant et complexe. C'est une note seulement, car elle provient des ondes de pression que nous voyons sur la carte du fond diffus cosmologique, un cliché du son émis par l'univers 380 000 ans après sa naissance. Alors, comment remonter le temps pour avoir la chanson complète ? La cosmologie moderne est assez avancée pour que nous puissions créer une reproduction numérique, une simulation du jeune univers. Il est possible de recréer sur un ordinateur ce qu'il s'est passé et comment le son a évolué pendant les 400 000 premières années à partir du Big Bang. Il s'agit du même genre de modélisation numérique qui nous ont donné des images de l'évolution de l'univers à ses débuts. La matière noire agite à l'époque comme les tuyaux d'un orgue. Quand on actionne les plus grands tuyaux, on entend les notes plus graves. Et l'expansion de l'univers entraîne une augmentation d'espace et de temps. Davantage d'espace signifie des tuyaux plus longs. Alors les notes composant la chanson sont de plus en plus basses au fur et à mesure qu'elles se déroulent. Mixons le tout. Et les 400 000 premières années de l'univers peuvent se condenser en tout juste 10 secondes. Un cri primal obsédant. Le gaz, qui est attiré et repoussé par ces zones de matière noire, va finalement donner les premières étoiles, les premières galaxies, et enfin composer les milliers de galaxies que nous voyons aujourd'hui. Alors, même si nous nous sommes bien amusés à reproduire ces sons pour les écouter, ils jouent un rôle prépondérant dans le grand ordre des choses qui a façonné la structure de l'univers en évolution et l'univers dans lequel nous sommes aujourd'hui. Après le vibrato du Big Bang, notre hit parade nous emmène vers l'ensemble plus modeste d'un amas de galaxies s'étendant sur 15 millions d'années-lumière. Numéro 9 de notre top 10 universel, la basse de Persée. C'est un son grave à l'extrême qui émane de l'amas de Persée, un groupe d'environ 1000 galaxies situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre. La galaxie centrale de cet amas possède un énorme trou noir hypermassif en son milieu. La galaxie centrale de cet amas s'appelle Persée A, et son trou noir hypermassif lui attribue ce que l'on appelle un noyau actif, qui dégage de l'énergie sous forme de gigantesques jets zébrant l'espace alentour. Pour des raisons que nous ne comprenons pas bien, des jets émanent de ce trou noir. De l'énergie est produite épisodiquement, tous les 10 millions d'années environ. Ces pulsations d'énergie sont en fait des ondes de pression. Exactement ce que sont les sons, des ondes de pression.
Cette onde, comme nous le montrent des sportifs, a une oscillation de haut en bas qui nous est familière. Mais ces étudiants vont changer de registre et nous montrer la différence qu'il y a avec une onde sonore. Allez, tout le monde pose ses pompons. Les sons étant des ondes de pression, nous allons simuler une onde de pression avec ces étudiants. Ok, mettez-vous tous en ligne, épaule contre épaule. Attention, pas d'intervalle là. Vous allez vous heurter l'un après l'autre comme des molécules se heurtent dans un son. Voilà, c'est pas mal. Vous vous sentez comme des molécules? Oui. Bon, ça m'a l'air bien. Nous avons une grosse caisse à chaque bout de la rangée. Vous allez voir pourquoi. Nous allons partir du premier batteur, là. Il va taper sur la grosse caisse et regardez ce qui se passe. Dans ce cas, la pression est une poussée franche qui se propage d'un étudiant à l'autre tout le long de la rangée. À l'autre bout, le dernier étudiant transmet sa pression à la grosse caisse en tapant dessus. La deuxième grosse caisse est comme notre tympan. Quand l'onde de pression d'un son frappe nos tympans, nous entendons ce son. Voilà comment le son se propage dans l'air. Excepté que ce n'est pas par l'entremise d'étudiants qui se poussent, mais de molécules d'air. Un son a besoin d'un vecteur pour se propager. Il ne peut pas le faire dans le vide. Pour qu'un son aille d'un point A à un point B, il faut que des molécules d'air se heurtent. Voilà comment ça fonctionne. Alors comment ces ondes de pression de notre numéro 9, la basse de Persée, se propagent-elles dans ce qui constitue pour l'essentiel le vide intergalactique? L'astrophysicien Richard Podge, de l'Université d'État de l'Ohio, nous aide à visualiser le vide spatial grâce au stade de football américain de son campus. Même si les sons ne peuvent pas se propager dans le vide, l'espace n'est pas un vide total. Je suis au stade de l'Ohio. Il est vide aujourd'hui, je suis tout seul. Et je ne vois pas meilleur endroit pour illustrer le vide de l'espace. Le stade désert peut simuler le vide spatial si nous le comparons à son aspect les jours de match. Comptant plus de 102 000 spectateurs assis, le stade de l'Ohio serait comme l'atmosphère de la Terre bondée de molécules d'air. Combien de personnes faut-il évacuer du stade pour représenter le vide spatial? Croyez-le ou non, tout le monde, y compris moi, car je suis moi-même de trop. Pas même une seule cellule du corps de Podge ne pourrait rester dans le stade pour bien simuler le vide intersidéral. Comme rien ne semble donc se trouver dans le vide intergalactique de l'amas de Persée, l'existence de sons semble des plus incroyables. Comment se propage une onde sonore dans le quasi-vide spatial? Supposons que je doive courir longtemps avant de croiser quelqu'un, mais que je finisse par croiser quelqu'un et que je lui transmette mon énergie. C'est pareil pour un atome dans l'espace interstellaire. Il doit parcourir de longues distances, peut-être 300 années-lumière, avant de rencontrer une autre particule. Mais quand il la rencontre, il lui transmet de l'énergie et l'onde se propage. Les particules qui s'effondrent dans l'amas de Persée émettent aussi de faibles rayons X, dont les traces enregistrées par le télescope spatial Chandra révèlent des ondes. Mais ces ondes sont immenses, et les notes qu'elles produisent sont plus graves que tout son jamais entendu par n'importe quel humain. Le son est environ 57 octaves en dessous de notre ouïe, en dessous de la fréquence médiane d'un piano. Et cela permet à ce son d'intégrer le livre Guinness des records comme le son le plus grave connu par l'homme. La note extrêmement profonde qui émane de Persée se situe tellement en dessous de notre capacité auditive que nous n'en avons qu'une idée approximative. On dit que l'amas de galaxies joue un étonnant ré bémol, et des scientifiques ont calculé qu'il va jouer cette note en permanence pendant 2,5 milliards d'années. Notre numéro 9, la basse de Persée, ronronne alors que notre hit parade se poursuit. Un numéro 1 secret nous attend au final. Mais d'abord, un étrange grincement perçant évoque le numéro 8 de notre liste. Des sons de l'espace qui s'apparentent à des signaux émis par des extraterrestres. Depuis le vibrato du Big Bang, nous avançons dans le top 10 des plus grands tubes de l'univers. Les meilleurs sons aliens de l'espace. Numéro 8 de notre hit parade,
une soudaine variété de sons différents. Battements, couinements et crissements, provenant tous d'étranges étoiles qui résonnent dans toute la galaxie. Ces grincements cosmiques offrent un certain rythme. C'est le swing des pulsars. Chaque pulsar a un son différent, mais ils sont tous liés car il s'agit de bips répétés composant des rythmes réguliers. Les sons différents sont dus aux battements répétés à des vitesses différentes. Les premiers pulsars détectés émettent des sons tellement réguliers que les astronomes pensent qu'il s'agit de signaux d'extraterrestres. Mais la vérité est rapidement découverte. Un pulsar est une étoile à neutrons tournant très rapidement sur elle-même. Elle est très dense et elle émet un rayonnement à chaque pôle. Quand ces faisceaux lumineux traversent notre champ de vision, nous voyons une série de pulsations. Nous pouvons associer les pulsars à un son parce qu'ils ont été découverts à l'aide de radiotélescopes. Les radiotélescopes ont détecté des séries de bips. Un pulsar à fréquence de rotation lente émet une série de bips comme un métronome. Beep, 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 beep. Où nous pouvons avoir Beep, 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 beep. Pour un pulsar à rotation plus rapide, les bips s'enchaînent et ça donne Like that. Et pour un pulsar très rapide, c'est un son continu qui est perçu comme une seule note par nos oreilles. In your ears. Les pulsars sont issus de l'effondrement d'étoiles massives qui ont explosé, les supernovas. Mais combien de temps met une étoile massive pour s'effondrer? C'est ce que Sherman Day de Tampa en Floride nous demande dans Questions sur l'univers. Sherman, les effets visibles d'une supernova peuvent durer des mois, des années et même des siècles si on observe les vestiges de la supernova, les gaz en expansion. Mais, bien que cela paraisse incroyable, l'effondrement du noyau d'une étoile massive ne prend qu'1 ou 2 secondes. Et c'est ça qui déclenche la supernova. Notre Soleil n'est pas assez massif pour connaître une supernova, mais c'est une boule géante d'hydrogène 330 000 fois plus massive que la Terre et qui se consume en fusion nucléaire. Notre étoile maison a donc du mal à rester tranquille, comme le prouve notre prochain tube. Cette ardente combinaison gazouille en numéro 7 de notre classement. Voici le chant du Soleil. Le Soleil émet des sons, mais ce ne sont pas des sons joyeux, des sons entraînants. C'est une sorte de gargouillis de sons graves, sinistres. Le Soleil émet des sons car des poches de gaz montent et descendent au cours d'un processus appelé convection. Ces poches envoient donc des ondes de pression à travers la boule de gaz qu'est le Soleil, et ça sonne un peu comme une cloche. À l'inverse d'une cloche, le Soleil fait résonner 10 millions de tons différents en même temps. Nous les détectons grâce aux minuscules renflements produits par ces ondes à la surface de notre étoile. Des satellites solaires mesurent la hauteur de ces renflements avec une précision extrême. Indépendamment de leur son, ils aident la science. Grâce à ces sons solaires que nous pouvons observer, nous pouvons déduire des détails très précis de la structure interne de notre étoile. Ils nous permettent par exemple de prédire une chose formidable. C'est l'apparition d'une tache solaire sur la face cachée du Soleil, avant même que sa rotation nous permette de l'observer avec nos télescopes. Le Soleil est peut-être la plus grande source de son du système solaire. Mais passons maintenant à Jupiter. Numéro 6 de notre top 10, un curieux florilège électronique, le jazz de Jupiter. Nous connaissons le jazz de Jupiter grâce à 2 sondes spatiales légendaires, les sondes Voyageurs, qui ont à présent quitté le système solaire.
Les deux sondes Voyager sont dans l'espace interstellaire. Elles ont quitté l'héliosphère, le champ d'action des vents solaires. Aujourd'hui, Voyager 1 est à environ 124 unités astronomiques du Soleil, soit 124 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Le chef de projet Ed Stone dirige la mission Voyager depuis que les deux sondes ont entrepris leur périple autour des planètes externes en 1979. Lorsqu'elles approchent de Jupiter, la première chose que rencontre chacune des sondes est l'arc de choc de la planète géante, qui produit un son semblable à celui du vent selon les données recueillies. Le Soleil émet un vent solaire soufflant à 1,6 million de km/h. C'est supersonique. Et alors que ce vent approche du champ magnétique de Jupiter, il devient subsonique. Il se produit un choc sonique à l'avant du bouclier magnétique de Jupiter. C'est ce que nous appelons l'arc de choc. C'est similaire à un choc sonique à l'avant d'un avion supersonique. Plus intrigant que l'arc de choc, le chœur jovien qui s'apparente au gazouillis des oiseaux à l'aube. Ce chœur et l'arc de choc proviennent d'ondes radio générées par de très vives particules chargées à l'intérieur du champ magnétique de Jupiter. Maintenant, le périple vers le mystérieux numéro 1 de notre hit-parade nous mène aux lunes de Jupiter et aux anneaux de Saturne, où les bruits émanant de boucles électriques, de gaz lumineux et de flots de vent se disputent la distinction de sons les plus effrayants du système solaire. Le top 10 des sons extraterrestres nous a conduit jusqu'à Jupiter, qui produit son propre label de musique spatiale. Mais le tube suivant ne se joue pas en solo. Jupiter a aussi un groupe derrière elle. Ce sont les lunes joviennes en orbite autour de la géante gazeuse. Elles ont maintenant leur propre album, qui se place en numéro 5 de notre hit parade avec le titre « Clair de lune sur Jupiter ». Le chanteur du groupe est la lune Ganymède, enregistrée par la sonde Galileo à son arrivée autour de Jupiter fin 1995. Les sons que Galileo a enregistrés près d'une lune de Jupiter, Ganymède, qui est, soit dit en passant, la plus grande lune du système solaire, sont très intrigants. On dirait une sorte de fax alien. En fait, quand j'ai écouté ce son dans mon bureau l'autre jour, des gens sont venus voir ce qu'il se passait, si je recevais une transmission alien. Comme avec Voyager, les sons enregistrés par Galileo proviennent de gaz ionisé ou de plasma. Les atomes d'un plasma sont séparés en électrons négatifs et en nucléides positifs. Autrement dit, en particules chargées. Deux minces antennes du spectromètre à plasma de la sonde ont détecté les sons que les particules chargées émettent quand elles sont mises en mouvement par l'action d'un champ magnétique. Ces sons que nous entendons, et qui émanent de Ganymède, sont la preuve que Ganymède possède un champ magnétique. Et on ne peut savoir ça sans l'aide d'un spectromètre à plasma, comme il y en avait un sur Galileo. Une brusque salve de son alien provient d'une autre lune de Jupiter. Cela se produit lorsque Galileo survole le pôle nord de Io. Ma lune préférée du système solaire est une lune de Jupiter, Io. On dirait une sorte de pizza. C'est la lune qui a la plus grande activité volcanique du système solaire. 10 à 100 fois plus d'activité volcanique que la Terre. Elle éjecte littéralement des tonnes de matière dans l'espace à chaque seconde. Des atomes de soufre et d'oxygène. Ces atomes sont ionisés par le champ magnétique de Jupiter et se connectent à la géante gazeuse par les pôles nord et sud de Io, créant un donut. Le donut s'appelle le tube de flux magnétique de Io, et les particules chargées constituent un courant électrique gigantesque entre Jupiter et sa lune volcanique. Alors que Galileo traverse ce flux, le son s'interrompt aussi brusquement qu'il est apparu.
Jupiter et ses lunes ayant achevé leur concert, notre hit-parade nous emmène vers Saturne. Plus petite, mais mieux classée dans notre top 10. La planète aux anneaux est numéro 4 de notre classement. Découvrons le solo angoissant de Saturne. Nous le devons à la sonde spatiale Cassini qui nous envoie des images et des données à couper le souffle depuis son arrivée autour de Saturne en 2004. Comme pour Voyageur et Galileo, le spectromètre à plasma remplace les oreilles humaines dans l'espace. Les sons étranges et inquiétants qui nous viennent de la radio et du spectromètre à plasma de Cassini me font penser à Halloween. Ils sont dus aux aurores polaires de Saturne, similaires à celles de la Terre. Nos oreilles n'auraient jamais pu entendre ces fréquences, mais nous avons amplifié ces sons et ensuite nous avons été surpris de voir comme ils sont curieux et inquiétants. Le solo angoissant de Saturne n'est pas le seul titre de la planète aux anneaux présent dans notre classement. Retournons la pochette et voici le numéro 3 de notre hit-parade, la face cachée de Saturne. Les scientifiques appellent cela un mélange. Ce mélange n'a rien à voir avec un mixage de styles musicaux, mais décrit les ondes radio des hémisphères nord et sud de Saturne, dont les fréquences s'entrecroisent sur une période de temps donnée. Nous voyons parfois des choses vraiment étranges dans nos données radio ou nos données plasma. Un couple de fréquences qui se croisent, ce qui suggère que les hémisphères nord et sud de la planète ont des vitesses de rotation différentes. C'est très inhabituel pour nous, la Terre ayant une seule vitesse de rotation. En fait, nous ne pensons pas que Saturne ait deux vitesses de rotation différentes. Nous croyons que les vents de haute altitude nous induisent à penser qu'il y aurait deux vitesses de rotation différentes, mais ce n'est probablement pas le cas. Des ondes similaires, suivant les lignes de champ magnétique de Saturne, nous révèlent une surprise sur la planète aux anneaux. Une chose très bizarre découverte par Cassini, c'est qu'apparemment le jour de Saturne dure 6 minutes de plus qu'à l'époque de Voyageur, quelques décennies plus tôt. On ne peut pas déterminer la durée du jour de Saturne en observant la rotation des nuages autour de la planète. Nous devons donc utiliser ces ondes radio, les sons de l'espace, afin de voir ce qu'il se passe sur la planète. Et c'est comme ça que nous avons découvert ce mystère. Il est virtuellement impossible de ralentir autant une planète de la taille de Saturne en aussi peu de temps. Les scientifiques comprennent alors que les ondes radio ne donnent probablement pas une image précise. Grâce à une cartographie sophistiquée des vents de Saturne, ils déterminent mieux la durée du jour de Saturne, qui est de 10 heures, 34 minutes et 13 secondes. Nous approchons maintenant de la surface de Titan, la plus grosse lune de Saturne, pour revenir à notre top 10 des sons aliens. Le tube numéro 2 s'appelle la totale de Titan. Il commence par un sifflement d'un autre monde, capté par un micro du module de descente Huygens, qui s'est séparé de la sonde Cassini et a été parachuté à travers l'atmosphère de méthane de Titan à près d'1,6 milliard de kilomètres de la Terre. Si on sautait en parachute sur Titan, on entendrait... C'est exactement ce que nous avons entendu avec le module Huygens. Ce son est transmis alors que le module de descente plonge vers la surface de Titan en 2005. Le senseur acoustique de Huygens était essentiellement un micro, mais qui n'enregistrait que toutes les 2 ou 3 secondes. Alors, nous avions un son ténu, très très faible, puis un blanc, puis un son très très faible. Le micro n'était pas programmé pour restituer tout ce que l'on pouvait entendre. Mais contrairement aux autres sons de Saturne, ceux-ci ne sont pas obtenus à partir d'ondes radio. Ce sont de vrais sons qui se propagent dans l'atmosphère de méthane de Titan et la Planetary Society s'emploie à convertir l'échantillon saccadé du micro en bande-son audible pour l'oreille humaine. Au final, on entend surtout un bruit de vent pendant la descente en parachute du module à travers l'atmosphère. Et puis, ça devient bien plus calme à la surface. On passe de... à quelque chose comme...
Mais ce qui compte vraiment, c'est que nous avons entendu des sons enregistrés par un senseur acoustique à plus d'1,5 milliard de kilomètres. C'était la première fois que nous entendions des sons d'une autre planète, ou d'une lune d'une autre planète. Mais le bruit du vent n'est pas le seul son provenant de Huygens. Alors que le module transmet un flot de données durant sa descente vers la surface de Titan, les ingénieurs crispés du centre de contrôle retiennent leur souffle, espérant que l'intrépide vaisseau va se poser en douceur. Le chapitre final de l'histoire est un incroyable clip qui va vous faire cramponner à votre siège. Nous découvrons le top 10 des sons aliens de l'univers. Et nous en sommes presque au numéro 1 de notre hit parade. Mais auparavant, revenons à notre numéro 2 au classement. Un riff astronomique provenant du module Huygens qui s'est posé sur la plus grande lune de Saturne, Titan. C'est le seul son alien associé à des images vidéo. Regardez et écoutez. Notre tube numéro 2, la totale de Titan. Ici, nous avons ce que nous appelons un tout signaux activé, offert par Cassini-Huygens. Il nous montre la descente, et il est un bel exemple d'utilisation du son pour convoyer divers types de données. Juste comme un compteur Geiger annonce de la radioactivité en émettant des clics, les instruments du module Huygens émettent leur propre son pour enregistrer les relevés qu'ils prennent. Tous ces tintements différents que nous entendons signifient que des instruments sont en train de prélever des données visuelles ou autres. Chaque instrument est associé à un tintement différent. Nous entendons aussi un bourdonnement en bruit de fond, qui indique l'intensité du signal vers la sonde Cassini. Et il y a un clic qui correspond à la rotation du module. À chaque rotation, il émet un clic. Même s'il s'agit juste d'un assemblage de données scientifiques, la vidéo restitue ce qui a dû représenter les derniers instants de grande tension des scientifiques du centre de contrôle lorsqu'ils se demandaient « Ce petit module va-t-il se poser en douceur ou s'écraser ?» Nous y voilà. Nous y sommes presque. Et enfin, allez, nous avons atterri. Mission accomplie. Avec un son venu d'1,5 milliard de kilomètres. La totale de Titan crée la sensation en se classant numéro 2 de notre hit parade. Nous passons maintenant au numéro 1 de notre top 10. Une chanson provenant d'un endroit complètement différent de tout ce qui existe dans l'univers. Alors que certains sons nous rappellent les signaux de Jupiter et Saturne, il y en a d'autres dans ce morceau qui n'ont rien à voir avec ce que l'on a pu mesurer ou détecter partout ailleurs dans l'espace. Le numéro 1 de notre classement comporte des sons qui sont étrangers à tout l'univers, hormis leur monde d'origine. Le numéro 1 des plus grands tubes de l'univers évoque un endroit singulier. Voici les échos de la Terre. Sur Terre, nous avons l'habitude de considérer comme son alien tout son qui provient d'ailleurs que notre planète. Par exemple, des ondes de plasma ou de pression qui se propagent au moyen de supports astrophysiques ou d'objets. Mais si on imagine observer la Terre depuis l'espace lointain, c'est nous les aliens. Et nous avons des sons uniques, car ils viennent d'organismes vivants, qu'il s'agisse du langage humain ou du chant des oiseaux. Une sonde alien explorant l'espace de la Terre capterait sûrement les bruits semblables à Jupiter ou Saturne provenant de particules chargées qui se déplacent dans le champ magnétique terrestre. Mais sur notre planète, à l'inverse des autres, des humains diffusent aussi des émissions radio qui se perdent ensuite dans le cosmos. Good evening.
This is Professor Reginald A. Fessenden, speaking to you from Brant Rock, Massachusetts. En 1906, à Brent Rock, dans le Massachusetts, Reginald Fessenden réalise la première émission radio de voix et de musique. Fessenden est l'inventeur de la radio AM. Il diffuse sa première émission la veille de Noël. Elle est captée par des marins à des centaines de kilomètres au large des côtes et se promène dans l'espace depuis. Depuis les débuts de la radio, nous diffusons réellement dans l'espace. Et nous diffusons ces signaux dans l'espoir qu'une forme de vie intelligente les capte. Bien sûr, l'espace est très vaste. Et par conséquent, il est difficile de savoir qui pourrait les capter et quand. Mais ils sont en route vers on ne sait où. Bonjour au nom de tous les enfants de la Terre. Bonjour à tous. Les sondes terrestres ne voyagent pas dans l'espace que par radio, mais aussi à bord des 2 sondes voyageurs, dans un périple lent mais régulier vers les étoiles. Bonjour tout le monde. Un exemple qui illustre l'importance que nous accordons aux sons sur Terre, c'est que lors du lancement des sondes Voyager, nous les avons dotés d'un disque comportant des sons de notre planète. Pas uniquement des sons humains, mais aussi de nombreux bruits d'animaux. C'est vraiment une empreinte vocale de la vie sur Terre. Alors que nous prenons notre place dans le top 10 de notre hit parade, nous réalisons qu'il ne fait qu'effleurer la surface des bruits cosmiques qui se font entendre dans le vide. Du Big Bang jusqu'à aujourd'hui, l'espace a produit un vaste catalogue de sons qui accompagnent ces panoramas spectaculaires. Aussi étranges que ces sons puissent paraître, nous avons appris qu'ils sont porteurs de messages importants pour nous aider à résoudre les mystères de la nature et pour bien comprendre l'univers. Il y avait les ténèbres, et soudain, bang! Survient la naissance d'une expansion infinie de temps, d'espace et de matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes dévoilent les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers. Dans le grand vide de l'espace, le silence cosmique est troublé. En fait, l'espace est un endroit bruyant. Galaxies, étoiles, planètes et lunes fredonnent une étrange mélodie extraterrestre. On dirait une sorte de fax alien. Voici maintenant le top 10 de notre hit parade. Les plus grands tubes de l'univers, une symphonie de sons aliens. Dans l'espace, personne ne vous entend crier. L'accroche du film de science-fiction de Ridley Scott, Alien, est censée donner des sueurs froides. Elle repose sur l'idée troublante que l'espace est un grand vide et que les sons, appels, cris ou chansons, ne peuvent pas se propager dans le vide. Mais cela est-il vrai ? C'est réducteur de dire que dans l'espace on ne peut pas entendre quelqu'un crier. Car sur Terre, en fait, il y a quantité de sons que l'on ne peut pas entendre. Ils sont trop aigus ou trop graves. En outre, l'espace n'est pas totalement vide. Et enfin, quelle est la définition de l'espace? Si je suis un astronaute vêtu d'une combinaison spatiale à la surface de Mars, suis-je dans l'espace ou non? Eh bien, je dirais oui. Bon, allons voir par là. Sur Terre, Bruce Betts, de la Planetary Society à Pasadena, Californie, s'intéresse beaucoup à Mars et au son. Il a programmé dans son ordinateur ce qu'il appelle un Marsinator, pour savoir comment sa voix sonnerait s'il ne portait pas de combinaison spatiale dans la froide atmosphère de dioxyde de carbone de Mars. L'atmosphère de Mars modifierait votre voix. Elle serait plus grave.
Nous allons simuler cela à l'aide du Marcinator. Je vais enregistrer ma voix et puis nous allons entendre comment elle serait sur Mars. Voilà comment est ma voix sur Mars. Et j'aimerais bien avoir un peu d'oxygène à respirer. Ensuite, je passe cet enregistrement au Marcinator. Et puis, on la réécoute pour voir le résultat. Voilà comment est ma voix sur Mars. Et j'aimerais bien avoir un peu d'oxygène à respirer. Bien sûr, si des humains vont sur Mars un jour, nous n'entendrons pas leur voix à travers l'atmosphère. Nous les entendrons plutôt par ondes radio, de la façon dont nous recevons déjà beaucoup de sons. Oui. Nous avons l'habitude de penser que les sons nous parviennent à travers l'air, comme lorsque nous discutons. Mais en fait, bien des sons que nous entendons sont transmis au moyen de signaux électromagnétiques. Par exemple, votre télévision reçoit un signal télé qu'elle transforme en son audible. Quel est notre premier candidat ce soir? Le son dans le cosmos ne nous parviendra jamais directement à travers le vide spatial. Alors les ondes radio, lumineuses ou magnétiques, sont les inévitables transporteurs qui nous permettent d'entendre l'univers dans toute sa diversité. En fait, l'espace est un endroit bruyant. Il y a beaucoup de sources de bruit que nous arrivons à détecter avec des radiotélescopes spéciaux, par exemple. Ces sons extraterrestres constituent une incroyable collection. La liste de lecture ultime. Nous avons sondé notre panel de scientifiques, d'astronomes et de physiciens pour classer les 10 meilleurs, les plus grands sons du cosmos, pour arriver à un numéro 1 qui va tous nous surprendre. Maintenant, notre hit parade commence. En 10e position, résonnant depuis une distance de 13 milliards d'années-lumière, le cri de naissance de l'univers dans un tube appelé le vibrato cosmique du Big Bang. Il est remarquable que le jeune univers ait en fait émis un son. Nous le savons parce que nous pouvons observer les gaz luisants qui étaient présents à ce moment-là. Le rayonnement de ces gaz est appelé le fond diffus cosmologique, ou CMB. Il se situe aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes et se propage dans toutes les directions du ciel. Découvert par des scientifiques au milieu des années 1960, c'est un rayonnement fossile du Big Bang. La célèbre carte tachetée du CMB donne un aperçu de l'univers peu après sa naissance, juste 380 000 ans après sa formation. Quand nous regardons la carte du CMB, nous voyons en gros une empreinte vocale de l'univers à ses débuts, car ces variations de couleur correspondent à des faibles variations de température, qui elles-mêmes correspondent à des variations de densité et de pression. Nous voyons donc de légères variations de pression, des petits sons, dans l'univers à ses débuts. Pour comprendre le fond diffus cosmologique, nous devons comprendre comment les variations de pression du jeune univers ont généré des sons. Pour cela, l'astronome Mark Whittle et le facteur d'orgue Manuel Rosales se rendent à l'église du Christ de Claremont United en Californie. D'une certaine façon, les 4000 tuyaux de cet orgue sont comparables à la voix de l'univers après sa naissance. Manuel, ce qui est fantastique avec l'univers jeune, c'est que tous ces sons résonnaient ensemble. Et ce serait génial de faire pareil avec cet orgue. On peut jouer toutes les notes en même temps? Oui, on va actionner tous les tirants de jeu. Ah, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Très sonore. Ça fait comme une sorte de bruit blanc qui siffle. C'est encore plus remarquable avec ce son primordial. Seules quelques tonalités particulières dominaient toutes les autres à chaque instant. Voici la note d'ouverture de notre tube numéro 10, le vibrato cosmique du Big Bang.
Un analyseur de spectre audio révèle les tonalités dominantes dans des colonnes de couleurs distinctes sur un tableau. Aussi sifflant que soit ce son cosmique, il diffère d'un pur bruit blanc, qui n'apparaît pas structuré sur le spectromètre. Le son du fond diffus, d'un autre côté, semble posséder une vague qualité musicale. Les tuyaux de cet orgue sont faits de bois et de métal. Mais ceux du jeune univers étaient des amas de matière noire, une matière mystérieuse dont l'existence n'est connue qu'à cause de sa gravité. C'est la gravité qui génère les ondes sonores. Par exemple, si nous avons une zone où la matière noire est légèrement plus dense, une force gravitationnelle va s'exercer. Le gaz autour de cette zone va être attiré par cette gravité. Mais c'est un gaz. Et donc, en même temps qu'il se concentre dans cette zone, il se comprime. Cette compression agit comme un ressort et repousse le gaz hors de cette zone. Mais il est ensuite repris par cette gravité. Voilà comment évolue le mouvement du gaz. Compression, expansion, compression, expansion. Nous avons donc une onde de pression qui oscille, c'est-à-dire un son. Le fond diffus cosmique, aussi important soit-il, n'est qu'une image figée. Son spectre sonore s'apparente à un bruit vaguement musical et qui n'est pas du tout évident à entendre. L'orgue nous aide à comprendre pourquoi. Les sons de l'univers sont trop graves pour que nous puissions les entendre. Quelle est la note la plus grave de cet orgue ? C'est un tuyau de presque 10 mètres de long, une note qui se joue avec le pied. Oui, c'est bien grave. 10 mètres. Mais ce n'est rien comparé au tuyau cosmique qui faisait entre 20 000 et 400 000 années-lumière de long. Désolé, nous n'avons pas ça en magasin. Non. Le son du jeune univers est si bas que nous ne pouvons l'entendre qu'en l'amplifiant beaucoup. Le fond diffus cosmologique date de 380 000 ans après le Big Bang. Mais que s'est-il passé avant cela ? Est-il possible de reconstituer toute la chanson de l'univers à partir du moment précis du Big Bang ? Le cosmos résonne d'une symphonie de sons extraterrestres et nous découvrons le top 10 des plus grands tubes de l'univers. Numéro 10 de notre hit parade, les premières notes de l'univers avec le vibrato cosmique du Big Bang. Mais nous avons un problème avec le téléchargement de la chanson de la naissance de l'univers. L'orgue cosmique actionnant tous ces tyrans en même temps, nous n'entendons qu'un son bruyant et complexe. C'est une note seulement, car elle provient des ondes de pression que nous voyons sur la carte du fond diffus cosmologique, un cliché du son émis par l'univers 380 000 ans après sa naissance. Alors, comment remonter le temps pour avoir la chanson complète ? La cosmologie moderne est assez avancée pour que nous puissions créer une reproduction numérique, une simulation du jeune univers. Il est possible de recréer sur un ordinateur ce qu'il s'est passé et comment le son a évolué pendant les 400 000 premières années à partir du Big Bang. Il s'agit du même genre de modélisation numérique qui nous ont donné des images de l'évolution de l'univers à ses débuts. La matière noire agit à l'époque comme les tuyaux d'un orgue. Quand on actionne les plus grands tuyaux, on entend les notes plus graves. Et l'expansion de l'univers entraîne une augmentation d'espace et de temps. La découverte dévoile les mystères, les secrets époustouflants et implacables de l'endroit que nous appelons l'univers.